Salut à tous et bienvenue, voici une petite vidéo sur l'eau distillée et pourquoi elle pourrait être bénéfique pour la santé. Alors, ce qui est intéressant de noter d'abord, c'est qu'en France, nous avons des minimums et maximums pour chaque élément solide qui se trouve dans l'eau. Donc par exemple, l'aluminium, etc. Il y a un minimum et un maximum. Dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça, et par exemple, aux États-Unis, c'est intéressant parce qu'ils ont simplement des tranches de quantité de solide présent dans l'eau. Donc voici un petit graphique qui vient de l'USEPA, c'est-à-dire, c'est indiqué sur le document, c'est-à-dire United States Environmental Environmental Protection Agency, c'est-à-dire l'agence, littéralement l'agence de protection environnementale des États-Unis. On parle de TDS en haut qui signifie Total Dissolved Solid, donc c'est-à-dire le nombre total de solides dissous dans l'eau, et qui sont mesurés en ppm, parts per million, c'est-à-dire particles per million, c'est-à-dire le nombre de particules par million, ce qui signifie concrètement que pour 1 ppm, ça fera 1 mg de particules par litre d'eau. Voilà. Et donc on voit sur ce graphique que de gauche à droite que de 0 à 50 ppm, on est dans une eau, je traduis en même temps au cas où, si certains ne sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais, ils ont séché quelques cours à l'école, que donc de 0 à 50 c'est drinking water, c'est l'eau potable, donc l'eau potable idéale. Alors ça correspond à de l'eau déionisée, microfiltrée ou distillée, etc. C'est ce que nous allons voir ici, en particulier l'eau distillée. Que entre 50 et 170 très exactement, c'est de l'eau filtrée avec du carbone, l'exemple de l'eau de montagne ou de l'eau de source. Entre 200 et 300, ils appellent ça acceptable, à peu près acceptable. Entre 300 et jusqu'à 500, ça fait beaucoup. En gros, il y a un haut niveau de solide dissous dans l'eau. Tap or mineral springs, tap c'est l'eau du robinet, et mineral springs c'est l'eau minérale de source. À partir de 500 et plus, on arrive au maximum de contamination d'après l'agence de protection environnementale des États-Unis. Et donc on voit un petit peu en dessous que entre 170 et à peu près 430, on va dire, c'est la moyenne de l'eau du robinet. Alors du coup, je suppose pour les États-Unis, mais ça semble être à peu près similaire en France. En tout cas, moi c'est mon cas, puisque j'ai fait ces mesures, ce que nous allons voir par la suite, et je suis dans cette moyenne. Ok, donc nous revoilà pour la phase expérimentale, où nous allons mesurer le nombre de solides dissous dans différentes eaux. Alors la première eau sur la gauche, celle-ci EV, pour une marque d'eau plate qui commence par EV. Celle-ci pour une marque d'eau gazeuse qui commence par SA, on appelle SA. Celle-ci TAP, qui sera l'eau du robinet, que je vais remplir devant la caméra. Et celle-ci pour l'eau distillée qui est juste là, avec ce petit testeur TDS, donc Total Dissolved Solid. Donc ici on a le bout, il y a un petit bout en métal là, qui sert d'appareil de mesure. Je l'allume et puis on va voir ensemble les résultats en live. Et voici, on voit rien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc 277 pour l'eau du robinet. Je vais la refaire en live. Donc là, je rappuie sur le bouton All, ça remet à 0. Donc là, ça montre les chiffres en live. Donc ça veut dire que là, je suis à 0. Et dès que je le plonge dans l'eau, ça va montrer les valeurs en temps réel. J'essaie de l'incliner pour qu'on puisse continuer à voir. Voilà. 266. Ça peut bouger un petit peu du coup, comme c'est en temps réel.
J'ai pris des bouteilles scellées exprès. Donc là, on voit qu'elles sont bien scellées. Je vais l'ouvrir devant la caméra. À une main, c'est pas évident. Alors, on va faire comme ça, tant pis. Voilà. Là, je viens de l'ouvrir. Tac. Hop, je le plonge, j'appuie sur Hold. Et nous sommes à 260. Donc c'est l'équivalent de l'eau du robinet en termes de qualité. Je peux refaire une deuxième prise ou essayer de vous montrer en live. Ouais, on arrive à voir là. 255, 244. Voilà, donc c'est très légèrement moins. Très légèrement. Voilà, pour cette eau plate. La même chose avec cette eau gazeuse. Donc même chose, bouteille scellée. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'entourloupe. Voilà. Là, ça va faire pchit. Voilà. TDS meter. Voilà. 621, 550. On est autour des 500, ce qui est donc au-dessus de 500. Bon, voilà. On dépasse les 500. Donc d'après le graphique de l'agence gouvernementale des États-Unis de protection de l'environnement, on dépasse le maximum. Donc là, c'est de l'eau qui n'est plus du tout saine à boire, théoriquement. Voilà. Et finalement, l'eau distillée, donc, qui nous reste à tester. On est à 8. Alors c'est peut-être à cause des anciens restes de la cuve, parce que donc ce n'est que la deuxième fois que je fais ce test à 7, et la première fois j'étais à 0, ou 1. Et là je suis à, bon on est descendu à 6, 5, bon, on est en dessous de 10, en tout cas, 4, 3, bon, ce qui est donc excellent. Donc petite synthèse des tests. En premier, nous avions l'eau du robinet. On était autour des 270 ppm, donc particules par million, ou 270 mg de solide par litre d'eau. Ensuite, on avait l'eau plate qu'on a appelée EV à environ 255 ppm, puis l'eau gazeuse qu'on a appelée ESA à environ 550 ppm, donc au-dessus de ce qui est considéré comme le maximum de contamination de l'eau par l'agence de protection environnementale des États-Unis. Et l'eau distillée qui est donc inférieure à 10 ppm. En théorie, elle devrait être à 0,1. Il y a quelques résidus, je pense, à cause des anciennes distillations qui ont pu laisser quelques traces au fond de la cuve. Mais voilà, globalement, on est à un très faible taux de solide dissous dans l'eau, en tout cas par rapport aux autres eaux. Ok, donc nous voilà avec le distillateur. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne, comment on s'en sert et comment l'eau se fait distiller. Donc c'est très simple, on remplit la cuve qui est ici. Ici il y a un couvercle, il y a un petit joint hermétique. On remet le couvercle par-dessus, tac. L'eau chauffe dans la cuve chauffe à la base ici. Ça fait bouillir l'eau, l'eau s'évapore et elle va être refroidie par cette partie supérieure. Donc ici on a un ventilateur. Ici, on a des caloducs. Donc, l'eau va être refroidie par ce ventilateur, en gros, et goûter petit à petit via cette sortie. Et donc, ça va goûter un petit peu comme une machine à café, assez lentement. Dans cette partie-ci qui s'enlève, hop, alors ils sont là. J'ai des petits filtres à charbon. Comme on l'a vu dans le graphique, l'eau assez pure était filtrée avec du carbone, dans l'exemple. Le charbon, c'est constitué principalement de carbone. Donc on a les filtres qu'on met ici, dedans. Moi j'en ai mis 2, on peut en mettre qu'un seul, ça dépend des écoles ou de... Voilà. On peut faire comme on veut. Je remplis la cuve ici, je viens de le faire, on a un petit niveau ici. Je sais
sais pas si... Oui, voilà, on le voit, qui indique full. Parfait. Donc ici, avec ce modèle-là, je peux avoir 4 litres à la fin dans ma carafe. Petit détail, je conseille une carafe en verre si jamais vous choisissez un autre modèle, parce que le verre aura moins tendance à donner un goût à l'eau que le plastique et éventuellement peut-être à contaminer un petit peu l'eau, quoi. Donc voilà, le verre est un matériau plus neutre que le plastique, qui donnera moins de goût, moins d'odeur potentiellement à l'eau, et donc comme le principe c'est d'avoir une eau pure, c'est mieux d'utiliser une carafe en verre. Donc là je viens de mettre de l'eau chaude, alors sachant que l'eau va être distillée, donc purifiée, peu importe qu'on mette de l'eau froide ou de l'eau chaude, et sachant qu'elle doit chauffer, autant mettre de l'eau chaude, ça fait gagner du temps. Donc je remets le couvercle ici, que je branche ici, vous voyez on a une petite ligne pour indiquer qu'il faut bien enfoncer la prise jusqu'au bout. Hop, ça c'est fait. Donc ça c'est pour le ventilateur en haut. Là je branche ce qui va aller sur la prise murale. Hop. Je ne vais pas le brancher ici, je le brancherai tout à l'heure avant d'aller me coucher. Ici j'ai un petit switch on-off sur ce modèle, voilà, qui est ici. Là en l'occurrence il est sur on, mais il n'est pas lancé parce qu'il s'arrête automatiquement en restant sur on. Donc forcément après il a beau rester sur on, il est toujours arrêté. Donc pour le relancer, il y a un bouton qui est en façade, qui se trouve ici, bouton reset. Et donc quand j'appuie sur ce bouton, là ça lance le distillateur. Je le lancerai tout à l'heure en le filmant avant d'aller me coucher pour que vous puissiez entendre le bruit. Je place simplement la carafe comme ceci. Je lance, ça prend environ 4 ou 5 heures, si je dis pas de bêtises, de tête. Et puis vous avez de l'eau distillée. Donc l'idéal c'est de le lancer la nuit si vous avez un espace suffisamment grand parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc clairement si vous êtes en studio, n'espérez pas dormir à côté. Par contre, vous pouvez éventuellement, si vous allez bosser ou quoi que ce soit, le lancer la journée si vous vous absentez en général en semaine. Sinon, pour moi la nuit ça va parce que j'ai suffisamment d'espace. Donc je lance la nuit comme ça le lendemain matin c'est prêt. Ok, donc nous voici pour la mise en route du distillateur. Pour rappel, c'est le distillateur Megahome et je mets également le lien dans la description ci-dessous. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton reset qui est ici et comme ça vous allez pouvoir entendre un petit peu le bruit que fait le ventilateur. C'est parti. Voilà. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, je me rapproche un peu. Voilà. Je vais m'éloigner. Voilà, en tout cas, moi je l'entends encore très bien. Bon, voilà. Comme je disais, on va pas dormir à côté, quoi. Voilà, voilà. Et donc, demain, je vous montre les restes qu'il y a dans le distillateur, dans la cuve, qui sont très sympathiques. Alors voilà, la distillation est terminée. Et donc il y a des restes comme ça, blanchâtres, on voit pas, mais ça fait presque... Voici, ici on voit, ça fait presque une sorte de pâte. Yummy. Presque une sorte de pâte. Et voilà, et ça c'est une très mauvaise odeur. C'est une odeur qui ressemble à du yaourt qui aurait un peu tourné. En tout cas pour moi. Voilà, c'est intéressant de voir ça. Alors j'ai voulu faire cette vidéo sur l'eau distillée parce que j'en ai pas trouvé beaucoup moi en français. Et par contre j'en ai trouvé pas mal en anglais, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en partager une en français. Et je voulais mentionner une très intéressante que j'avais trouvée en anglais, qui est celle d'un Américain qui était diagnostiqué du cancer. Et d'après ses recherches, c'était important de boire une eau libre de toute toxine. Et donc lui, il a bu de l'eau distillée pendant toute la période pendant laquelle il essayait de guérir de son cancer, ce qui a fonctionné pour lui. Et d'après lui, ça a joué un rôle majeur de boire de l'eau distillée libre de toute toxine. Et donc c'est aussi ce qu'il recommande aujourd'hui aux personnes éventuellement atteintes d'un cancer. En l'occurrence pour lui c'était un cancer des poumons, c'est ce qu'il indique dans sa vidéo. Je vous mets le lien de sa vidéo juste en dessous. Et dans sa vidéo, il compare surtout deux distillateurs, le Megahome que nous avons vu ensemble et le Waterpure qui est une autre marque
qui coûte un petit peu moins cher. Et il compare pas seulement les fonctionnalités et les performances, il compare aussi la praticité et puis l'aspect visuel aussi. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo qui est vraiment très sympa et éventuellement à mettre les sous-titres auto-générés par YouTube en français et auto-traduits. Autre référence intéressante que je souhaite mentionner, c'est les expériences d'un docteur japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est très intéressant. Il a fait des expériences avec la structure de l'eau et il a constaté, c'est des expériences scientifiques, il a constaté que l'eau s'informait et conservait l'information. Et on parle avant tout d'information vibratoire, donc qui peut avoir n'importe quelle forme. Il a mis de l'eau dans des boîtes de pétri, c'est ces espèces de coupoles qu'on utilise en chimie et en plastique, qu'il a informé de différentes manières. Et il a observé la structure de l'eau au microscope et la structure était systématiquement, on retrouvait des schémas, on retrouvait des résultats identiques selon des environnements vibratoires identiques. Voilà. Donc c'est très intéressant à aller regarder, je vous mets le lien dans la description juste en dessous, si vous ne connaissez pas. Autre élément très intéressant, un documentaire très bien fait, qui était apparemment passé sur France 3, sur la manière dont sont traitées les eaux en France, et ces mêmes eaux qu'on va retrouver dans nos robinets, et potentiellement, éventuellement, si vous buvez l'eau du robinet, que vous allez boire. Le reportage est un peu long, il dure 1h30, si vous voulez pas tout regarder, je vous donne quelques informations intéressantes que moi j'ai retenues. Premièrement, il y a encore énormément de stations en France qui traitent l'eau avec de l'aluminium, ce qui n'est pas le cas de la région parisienne. Donc voilà. Et il y a un lien direct qui a été identifié par des scientifiques et d'après leurs tests et leurs recherches entre la maladie d'Alzheimer et la présence d'aluminium dans l'eau. Donc ça c'est intéressant. Il y avait un scientifique qui était prêt à faire des déclarations officielles là-dessus et qui a reculé au dernier moment un petit peu parce qu'on a fait pression sur lui en lien avec les assignations budgétaires pour son département de recherche. Voilà. Ce traitement à l'aluminium, il est principalement pour éclaircir l'eau et non pas pour la rendre potable parce qu'apparemment, dans beaucoup de cas, l'eau est potable, mais colorée d'une teinte marronâtre. Et comme dans l'esprit des gens, des consommateurs, et au final c'est plus un problème d'éducation, entre guillemets, ou de partage d'informations, comme dans l'esprit des gens, l'eau qui est marronâtre ou sale n'est pas potable, et bien ce traitement à l'aluminium, il vise uniquement à éclaircir l'eau pour que psychologiquement, elle ait l'air plus potable pour les personnes qui la consomment. Mais finalement, en termes de qualité, ça aurait plutôt tendance à dégrader la qualité de l'eau et à la charger d'éléments potentiellement nocifs. Voilà, mais plus globalement, on retrouve toutes ces histoires de mesures de maximum et de minimum d'éléments chimiques qui peuvent être contenus dans l'eau. Un autre élément intéressant et important à mon sens, c'est que pour beaucoup de ces niveaux, pour lesquels il y a un minimum et un maximum, il n'y en a qu'une petite partie qui sont des niveaux réellement obligatoires et une autre partie qui sont des niveaux recommandés. Et c'est ce qui fait que, à certains moments dans le reportage, la journaliste voit des taux parfois complètement dépassés, mais parfois multipliés par 5 voire 10. Et l'eau est identifiée à la fin, la conclusion scientifique, c'est l'eau est parfaitement saine et potable. Alors la journaliste demande, mais comment ça se fait qu'avec des taux aussi importants, l'eau soit considérée comme parfaitement saine et potable? C'est pas normal. Et leur réponse, c'est que c'est un critère de recommandation et non pas obligatoire. Et c'est ce qui fait que l'eau est identifiée de cette manière. Tout ça, évidemment, ce n'est qu'une conclusion en fonction d'un cadre juridique et légal. Voilà. Enfin bref, documentaire très intéressant. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Voilà sinon mon retour d'expérience personnelle. Personnellement, j'apprécie beaucoup boire de l'eau distillée. J'ai la sensation que ça me fait du bien. Après, ce sont mes perceptions
elles peuvent venir aussi de... Ça peut être psychologique. Voilà, c'est ma perception. Ce que j'aime bien faire, et c'est en lien avec les expériences de Masaru Emoto, c'est informer l'eau très rapidement avec des intentions. J'y passe pas 3 heures. Je mets mes mains autour pendant quelques secondes et j'émets des intentions d'harmonie, de paix. Voilà, je fais ça pour l'eau. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est positionner la carafe sur l'herbe dehors, dans mon jardin. Parce que j'ai la chance d'avoir un petit jardin avec pas mal de nature, pas mal de vie. Et laisser la carafe dans cet environnement vibratoire pendant quelques heures au moins. Ça ne me demande pas d'effort, j'ai juste à la poser là, à la laisser là. Et la boire ensuite. Et je ressens une réelle différence personnellement en faisant ça. Voilà, ça me demande pas beaucoup de temps, c'est pas extrêmement contraignant pour moi et j'en perçois personnellement un bénéfice important. Du coup, voilà, c'est ce que je fais moi perso. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à faire vos propres expériences. N'hésitez pas à expérimenter ce que moi je partage, que je fais pour moi, et puis observer de manière aussi neutre que possible si ça a des effets, que ce soit en positif ou en négatif pour vous. Et puis, basez vos prochains choix en fonction de vos observations. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. D'autres vidéos viendront par la suite en lien avec cette thématique un petit peu globale de la santé ou du bien-être. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt.